Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Éthique au quotidien. Une collection de la Fondation Ostad Elahi. Éthique et solidarité humaine, reconnue d'utilité publique. Si l'éthique suscite aujourd'hui toutes sortes de recherches philosophiques, sociologiques et juridiques, il est encore rare que la question des modalités concrètes de l'action éthique soit abordée de front. Comment l'éthique peut effectivement se pratiquer sur un plan individuel, dans la multiplicité des contextes du quotidien, tel est justement l'objet de la collection « Éthique au quotidien ». Les traits de caractère et des comportements humains, qu'ils soient éthiques, la compassion, la générosité, l'abnégation, le respect des droits d'autrui, etc., ou à l'inverse non éthiques, le mensonge, le préjugé concernant autrui, la médisance, l'égoïsme, etc., seront analysés à partir de cas précis, en donnant chaque fois des outils pour en repérer en soi-même les manifestations, en comprendre les nuisances pour soi-même et pour autrui et apprendre à les contrer. Chaque ouvrage de la collection correspond à l'étude d'un ou plusieurs traits de caractère distincts ou d'un couple de caractères opposés, par exemple, courage-lâcheté, bonté-méchanceté, etc., et peut se présenter sous plusieurs aspects, un outil méthodique de réflexion et d'analyse à la fois concis, précis et conçu de manière attrayante à la manière d'un manuel de l'étudiant en pratique éthique, ou bien un recueil de textes courts, sous forme de témoignages ou de conseils parfois anonymes, parfois émanant de personnalités du monde des arts, des lettres ou des sciences dont les recherches, le parcours de vie ou la finesse psychologique sont susceptibles d'inciter à la pratique d'un principe éthique, d'en faciliter la mise en œuvre et d'en enrichir l'expression. Avant-propos. Les ouvrages publiés dans la collection Éthique au quotidien développent des réflexions menées au sein du GRETA, groupe de recherche en éthique individuelle appliquée, sous l'égide de la Fondation Ostad Elahi Éthique et solidarité humaine. Ils ont pour auteurs des personnes de tous horizons, enseignants, médecins, ingénieurs, juristes, journalistes, fonctionnaires, chefs d'entreprise, qui ont chacun à leur façon entrepris une recherche structurée dans le domaine de l'éthique individuelle. Leur motivation est de mettre en évidence les enjeux et les possibilités de pratique de l'éthique au quotidien, qui contribuent à une meilleure connaissance de soi, à notre perfectionnement éthique et spirituel et au-delà, au progrès social. Sortir donc l'éthique d'une perspective moralisatrice étroite pour l'inscrire dans une démarche rationnelle, humaine et concrète. Chaque volume de la collection Éthique au quotidien, publié sous le nom générique de Dominique Dussert, propose une réflexion autour d'un caractère éthique ou à l'inverse, anti-éthique. Y sont abordés les symptômes de ce trait, ses causes, ses ressorts, ses effets, de même que les moyens de le développer ou de le neutraliser. Il s'agit à chaque fois de comprendre comment certaines de nos attitudes, devenues si habituelles qu'elles semblent faire partie intégrante de notre être, se dressent devant nous comme d'invisibles barrières qui nous empêchent de progresser dans notre humanité. Les auteurs s'inspirent de certaines analyses développées par Ostad Elahi, qui intègrent la dimension spirituelle de l'être humain ainsi que la référence à une transcendance divine. Ils puisent également leurs références théoriques à diverses sources philosophiques, juridiques, psychologiques, religieuses et scientifiques. Les illustrations concrètes qu'ils proposent sont le fruit à la fois de leur travail d'enquête et de recherche et de leur expérience personnelle. Introduction. La logique mathématique prévoit qu'une proposition, une assertion peut être soit vraie soit fausse. Mais notre expérience pratique de la vérité et de la fausseté est bien éloignée de cette théorie binaire. Petit mensonge, demi-vérité, jugement de valeur, supposition et incertitude. Plusieurs notions contradictoires se confrontent en nous, lorsque nous réfléchissons à cette opposition entre le vrai et le faux. Notre libre arbitre nous rend capables de décider d'énoncer ou non la vérité, de la masquer, de la travestir, de la nier même. Et c'est ainsi qu'apparaît le mensonge. Un acte volontaire, décidé, par lequel nous donnons à voir, à croire que ce que nous énonçons est la vérité alors que nous savons que ce n'est pas le cas. Voici deux définitions du mensonge telles qu'on les trouve dans le dictionnaire. Donner pour vrai ce que l'on sait être faux, ou nier ce que l'on sait être vrai. Assertion sciemment contraire à la vérité, faite dans l'intention de tromper. Ces définitions du mensonge sont claires. Mais elles ne disent rien de la valeur que nous attribuons à un mensonge donné, et donc de la valeur que nous attribuons à la vérité dans une même situation.
Or le mensonge a ceci de paradoxal, qu'il semble à la fois condamnable sur le plan moral mais simultanément justifiable, ou à minima bien pratique, dans de nombreuses situations qui nous lient à nos environnements familiaux, sociaux, professionnels. Ce paradoxe tient au fait que le contexte influence fortement la légitimité d'un mensonge. Tout se passe comme si nous confrontions deux principes. D'une part que la vérité est supérieure en tant que valeur, et d'autre part que toute vérité n'est pas bonne à dire. De la même façon qu'un objet peut être regardé sous différents angles, le mensonge présente plusieurs visages. Il y aurait donc de bons et de mauvais mensonges. Selon le but qu'ils poursuivent, selon l'intention que nous y mettons. Et pour rendre les choses plus complexes encore, un même mensonge énoncé à deux personnes différentes pourrait être justifiable ou condamnable selon que ces personnes ont ou non le même droit à notre sincérité. C'est en tout cas un point important qu'aborde la philosophie, et que l'on retrouve dans les définitions du mensonge, notamment celle d'Alain. Le mensonge consiste à tromper sur ce qu'on sait être vrai, une personne à qui on doit cette vérité-là. Ce devoir de vérité ou son absence, serait-il le seul critère de légitimation du mensonge ? Avant tout, le mensonge est un acte qui implique une communication entre un menteur et quelqu'un à qui l'on ment. D'où la justification du mensonge ne saurait se trouver exclusivement chez le menteur. Elle se situerait plutôt dans la relation entre l'émetteur et le récepteur. Si ces hypothèses se vérifiaient, il faudrait alors considérer ces bons et ces mauvais mensonges, ainsi que les traces qu'ils laissent tant chez l'auteur du mensonge que sur celui à qui l'on a menti. La question des conséquences du mensonge se pose dès lors dans de multiples dimensions, philosophiques, psychologiques, sociales, voire sociologiques. Enfin, le mensonge n'est pas sans incidence spirituelle. Cette question du rapport entre mensonge et démarche spirituelle de l'homme renvoie à une problématique liant l'éthique à la spiritualité, ou tout du moins à une appréhension psycho-spirituelle du phénomène par lequel un mensonge donné peut constituer un élément d'information sur notre propre soi. Ce que nous qualifions ici de démarche spirituelle est l'idée selon laquelle les manifestations dans notre conscient habituel de tendances éthiques, ce que l'on pourrait appeler des qualités, et anti-éthiques, ce que l'on pourrait appeler des défauts, constituent des fragments de connaissance de soi. Cette idée n'est pas neuve, et le Connais-toi toi-même de l'oracle de Delphes ambitionne déjà une démarche analytique et rigoureuse du fonctionnement de notre psyché tout en proposant la finalité d'un tel cheminement, puisque l'on oublie souvent que la suite de cette inscription était « Et tu connaîtras les dieux ». Dans cette perspective, le mensonge, objet de cet ouvrage, ne peut plus être seulement regardé comme un acte dont la valeur éthique serait variable selon les situations, mais doit également être compris comme la traduction d'une propension à mentir. Cette tendance au mensonge, plus ou moins manifeste selon les individus, traduit un dysfonctionnement de notre soi dans la façon dont nous régissons l'équilibre entre les différentes instances qui le composent. Ce qui appelle instantanément de nouvelles questions. Comment augmente-t-on ou diminue-t-on cette propension ? Quels autres actes découlent du mensonge ? Peut-on, à force de mensonges, devenir un menteur ? Et où se situe la limite ? En définitive, lorsque nous sommes placés dans la situation d'énoncer la vérité ou mentir, qu'est-ce qui nous permet de faire le choix ? Comment ne pas se tromper ? Et d'ailleurs, comment ne pas nous tromper nous-mêmes en premier lieu ? De quoi parlons-nous ? Face à l'extrême diversité des situations que nous sommes amenés à vivre, il ne faut pas s'étonner des multiples variétés de mensonges qui semblent exister. Le parti pris de cet ouvrage est de poser les bases d'une réflexion pratique sur le mensonge. Aussi, plutôt que de dévider sans fin des débats théoriques très pointus qui seraient constamment soumis à des cas limites ou des contre-exemples, il a paru plus adapté d'aborder le mensonge au travers de récits d'expériences vécues, afin d'en tirer modestement quelques conclusions sur la nature du lien que chacun d'entre nous entretient avec le mensonge, et donc avec la vérité. Pour autant, le mensonge n'est pas un acte univoque. Les mobiles, les buts, les intentions qui peuvent amener quelqu'un à mentir sont très variés. Il semble donc nécessaire de se doter d'un cadre de référence afin de définir l'essence et les formes du mensonge. Premier mensonge, première approche. Selon les psychologues, les enfants construisent leur capacité à mentir vers l'âge de 6 ans. Les distorsions de la réalité faites avant cet âge seraient des erreurs d'ajustement et le produit de jeux inconscients. Elles ne sauraient être qualifiées de mensonges.
6 ans c'est l'âge des « c'est pas moi, c'est pas vrai, mon père il m'a donné 1 milliard ». Des mensonges généralement amusants parce qu'énoncés en dépit de toute vraisemblance, mais de véritables mensonges tout de même parce que la fable qu'ils contiennent est exprimée à dessein, pour tromper l'interlocuteur. Les spécialistes de l'enfance soulignent l'importance d'une intervention des parents, destinée à rétablir la réalité et la vérité. Le conseil principal qu'ils adressent est d'éviter l'humiliation de l'enfant. Outre le fait que les parents sont obligés à une certaine cohérence de principe entre ce qu'ils donnent à voir à leur enfant et ce qu'ils lui transmettent comme valeur. Selon la Bible, Caïn, l'aîné d'Ève et d'Adam, est le premier à mentir sur la terre. Autant dire, donc, qu'il s'agit d'une faute qui suit de près l'établissement du libre arbitre et de l'autonomie morale. Dans certaines acceptions du 8e commandement, on étend sa traduction originelle « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain » à « Tu ne mentiras point ». Cette extension du sens pose d'emblée la question du mensonge comme acte uniment répréhensible, et de nombreuses discussions, de l'Antiquité à nos jours, ont découlé d'une tentative de hiérarchiser la gravité sociale, religieuse, morale ou spirituelle de l'acte mensonger. Les catégories sont alors une méthode habituelle de distinction, l'une des plus connues étant celle du traité de saint Augustin, du mensonge, qui propose 8 catégories. Les définitions du mensonge telles que nous pouvons les lire dans les dictionnaires sont issues de ce traité. Plus près de nous, la dogmatique de l'enseignement religieux de l'Église catholique romaine retient plutôt l'idée que la gravité du mensonge se mesure selon la nature de la vérité qu'il déforme, selon les circonstances, les intentions de celui qui le commet, les préjudices subis par ceux qui en sont victimes. Si le mensonge en soi ne constitue qu'un péché véniel, il devient mortel quand il lèse gravement les vertus de justice et de charité. Au début du siècle, 3 types de mensonges étaient encore distingués. Le mensonge joyeux qui a pour but d'amuser le prochain, le mensonge officieux celui de lui être utile, le mensonge pernicieux celui de lui nuire. Il est intéressant de constater que ce que le sens commun appelle justement le mensonge pieux ne figure pas dans cette catégorisation, encore qu'il semble correspondre au mensonge dit officieux. La psychologie sociale propose une lecture du mensonge selon les motivations qui nous poussent à mentir. Hors de toute catégorisation morale établie a priori, les travaux récents proposent 4 motivations, la persuasion, la préservation, l'esquive et l'altruisme. Il est évident que ces 4 motivations, bien que se voulant isolées de la morale, ne peuvent s'en affranchir totalement, l'altruisme formant à lui seul une catégorie qui recouvre en grande partie le mensonge officieux. La philosophie morale, pour sa part, n'est pas restée inactive et a proposé de multiples thèses et débats pour situer le mensonge. Elle a parfois adressé ses critiques au-delà de son propre champ, apostrophant la psychanalyse ou la psychologie, notamment lorsque l'existentialisme a critiqué le concept d'inconscient. Plusieurs définitions proposées par des auteurs différents seront reprises tout au long de cet ouvrage. Le droit, enfin, reconnaît lui aussi plusieurs cas où le mensonge est répréhensible. Le faux témoignage, le parjure, l'abus de confiance, le mensonge dans le but d'extorsion, la falsification ou la publicité mensongère en sont des exemples. Il faut cependant noter que ce même droit peut tout aussi bien condamner l'expression de la vérité, lorsque celle-ci risque de porter atteinte à l'honneur, ce que l'on appelle diffamation, ou dans le but de protéger la vie privée. Toute vérité n'est juridiquement pas publique. Ce très bref survol permet déjà de constater que chaque discipline s'empare de cette question selon sa propre démarche, en se fondant sur ses propres axiomes, en poursuivant ses propres objectifs avec ses propres termes. Et le mensonge, reflet trompeur de notre pensée, a alors à voir avec le respect de la justice, de la charité, de la parole donnée, avec la morale et l'humanité, avec nos qualités, nos défauts et nos désirs, avec l'être et le paraître, avec notre constitution psycho-spirituelle. Caractériser le mensonge revient dès lors à tenter de décrire ce qui est en jeu, au moment où l'on prend la décision de mentir. Ce phénomène nous oblige à entrer à l'intérieur de la psyché humaine pour tenter de comprendre ce qui motive cette intention particulière, l'intention mensongère. L'intention mensongère. Il y a un paradoxe apparent dans le fait de dire que l'on ment dans une bonne intention. Si on a l'intention de mentir, n'est-ce donc pas en premier lieu pour cacher la vérité à notre interlocuteur ? Comment vouloir le tromper pourrait-il être une bonne intention ?
Ce paradoxe n'est heureusement pas compliqué à résoudre, puisqu'il ne repose que sur le sens que nous donnons au mot intention. L'intention est le dessein, la volonté, la décision ferme de passer à l'acte. Elle n'est pas toujours pour autant mûrement réfléchie, et chacun de nous peut trouver des situations où son intention était plus ou moins profonde, ses actes plus ou moins prémédités. Nous agissons parfois sans même formuler d'intention particulière, confiants dans notre nature et dans une intention générale qui s'applique alors à l'ensemble de nos comportements. L'intention mensongère se forme en prélude au mensonge. L'objectif initial est de tromper l'autre. Mais il peut cependant y avoir un sens, une finalité plus éloignée de l'acte que cet objectif initial. Je me souviens que, lorsque j'étais enfant, j'ai endossé la responsabilité d'un acte que je n'avais pas commis. Mes parents étaient plutôt indulgents avec moi, mais mon grand ami de l'époque n'avait pas cette chance. Un jour que nous jouions dans sa chambre comme des garçons, son épée lui échappa et brisa la fenêtre. Lorsque sa mère apparut, je m'accusai de la faute. J'avais senti qu'il n'oserait rien dire, de crainte. Dès que je le pus, j'expliquai la vérité à mes parents, qui n'étaient d'ailleurs pas d'accord entre eux sur la faute que j'avais commise. Mais moi, je me sentais le cœur gonflé de fierté d'avoir fait cela. Quant à mon ami, il m'en garda une reconnaissance durant toute notre enfance. On le comprend bien dans ce récit. Le mensonge est une dissimulation de la vérité qui peut être accomplie par générosité. Ce qui est très intéressant, c'est le débat des parents, sur lequel on ne sait pas grand-chose mais dont on peut supposer qu'il portait sur la qualification morale de l'acte préalablement à la punition qu'encourait leur enfant. Jauger un mensonge n'est jamais évident. D'autant moins lorsque sa finalité, présumée bonne, semble démentir l'acte supposé condamnable. Caractériser le mensonge au travers de l'intention est pourtant la seule démarche qui permette d'approcher la variété considérable des actes qui relèvent de l'hypocrisie, de la perfidie, de la calomnie, de la tromperie, de la fourberie, de la fabulation, de la vantardise ou encore de l'imposture, du bluff, de la mystification, de l'escroquerie. Tous ces termes, et la liste est encore longue, témoignent des nombreuses variantes du mensonge. Par ailleurs, le mensonge peut s'actualiser sous différents aspects. La parole en est la forme la plus courante. Mais la gestuelle, la mimique, le regard, la posture et même le silence qui conduit au célèbre mensonge par omission sont également des moyens de mentir. L'autre soir, je suis resté au travail assez tard pour profiter de mon ordinateur de bureau et taper quelques courriers administratifs personnels. Il était environ 20 heures lorsque mon patron passa la tête par la porte et me dit en souriant : « Ne dormez pas ici quand même. » Tout d'abord muette de surprise, car j'ignorais qu'il repasserait au bureau, je lui ai répondu que j'avais des courriers à finir. En lui disant cela, je savais qu'il allait penser qu'il s'agissait de courriers professionnels. J'avais mauvaise conscience de lui avoir menti. Et pourtant, c'était presque la vérité. Presque la vérité. Mais la part qui reste dans l'ombre suffit à établir le mensonge. Un simple adjectif qu'il aurait suffi d'ajouter pour énoncer la vérité : j'avais des courriers personnels à finir. C'est ce tout petit manque qui provoque chez l'auteur la certitude d'avoir menti. L'intention de cacher à l'autre l'exacte réalité, voilà ce qui caractérise le mensonge. Mais pour autant la finalité attendue n'est certainement pas la même dans chacun de ces deux récits, non plus que le mobile. Nous retiendrons donc l'intention mensongère comme le facteur nécessaire et suffisant du mensonge, tout en détaillant les différentes motivations du menteur et les buts qu'il poursuit. Quelques types de mensonges. Pour faciliter l'approche des finalités qui peuvent se cacher derrière un mensonge, nous avons découpé ces intentions finales en deux grandes catégories, celles qui relèvent de la prédation et celles qui relèvent de la protection. Après qu'on ait souligné que les mensonges étaient infiniment variés, cela peut paraître très réducteur. Mais comme nous l'avons indiqué précédemment, l'objet de cette exploration du mensonge est d'en extraire des éléments pratiques qui ouvrent une porte vers la compréhension de nos intentions et la maîtrise de nos tendances à mentir. Désireux de ne pas noyer le lecteur dans des analyses qui, à force de subtilité, seraient finalement impraticables, nous nous tiendrons donc à ces deux mobiles, agresser ou protéger. Les mensonges prédateurs. Nous définissons ces mensonges comme ceux dont l'objectif est de nuire à autrui,
soit dans le but de l'attaquer, soit dans le but d'engranger un profit personnel à son détriment. L'intention de tromper est alors doublée d'une intention prédatrice telle que l'on souhaite porter atteinte à quelqu'un, à sa dignité, à sa réputation ou à son bien. Généralement, les motivations qui prévalent, outre la méchanceté et la malveillance, peuvent être le désir de vengeance, la rancune, la jalousie ou la colère. Ce type de mensonge est également celui auquel on recourt fréquemment, quand on a épuisé les ressources de la médisance objective, pour porter tort à quelqu'un. Relativement simple à définir, le mensonge prédateur est difficile à traiter, parce que les buts poursuivis par le menteur ne sont pas toujours faciles à cerner de prime abord. On peut en effet utiliser le mensonge comme une boule de billard, qui va d'abord toucher une première boule, puis faire un détour par la bande avant de revenir écarter une seconde boule, pour finalement terminer sa course sur son objectif tout en s'arrêtant exactement au bon endroit pour jouer aisément le coup suivant. Dans les cas les plus nets, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.